Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marie Jagaille et je coordonne le projet Copernicus Régional, qui est une démarche née du pôle métier télédétection de Géobretagne et qui est coordonnée par le groupement Bretagne Télédétection, appelé Bretel. Donc, ce webinaire aujourd'hui est organisé par Bretel avec la participation de la société Hightech Imaging qui assure les développements du démonstrateur LithoVis. Et LithoVis est un démonstrateur régional d'utilisation des données satellitaires pour des applications littorales. L'objet du webinaire de ce matin est de vous présenter la première version du démonstrateur, LithoVis Beta, puis à la suite de cette démo, de consacrer du temps à vos questions et aux discussions sur les perspectives d'évolution possible de LithoVis Beta vers LithoVis Plus. En effet, il y a un projet en cours avec le soutien du CNES qui va nous permettre, avec Hightech Imaging, d'ajouter quelques nouvelles fonctions à LithoVis. Et en parallèle, nous sommes aussi en recherche d'autres financements avec des soumissions d'appel à projets en cours pour aussi continuer à développer LithoVis. Et donc, dans la deuxième partie du webinaire, pour discuter ensemble des évolutions les plus intéressantes pour vos métiers, nous vous proposerons un questionnaire sur lequel appuyer les discussions. Donc, avant de passer à la démo, peut-être qu'il y a une ou deux petites questions sur le contexte. Allez-y, sinon je passe au partage de la démo. L'application LithoVis Beta est disponible via l'URL suivante et disponible dans un navigateur web simple. À l'ouverture de l'application apparaît ce bandeau d'informations avec les indications sur le fonctionnement de l'application, les données disponibles, les fournisseurs et partenaires, ainsi qu'un formulaire de contact pour donner votre avis sur l'application LithoVis. LithoVis Beta permet aujourd'hui de visualiser des images satellites Sentinelle-2 sur tout le territoire littoral breton, à marée haute et à marée basse, et cela avec une précision spatiale de 10 mètres et une mise à jour saisonnière. Avec LithoVis, vous pouvez comparer différents types d'images, des images en couleur naturelle, des images infrarouges et un indice de végétation. LithoVis Beta permet d'observer les dynamiques intra-annuelles avec des mosaïques de chaque saison, depuis l'automne 2019 jusqu'à l'été 2020, ce qui permet d'observer des phénomènes tels que la phénologie des algues ou des dynamiques sédimentaires. Il est possible, avec la même qualité de données, avec les images Sentinelle-2, de remonter le temps depuis 2017, voire avec des données un peu moins précises spatialement, les données Landsat, de remonter le temps depuis la fin des années 80 ou le début des années 90. LithoVis Beta permet d'observer les phénomènes de marée et les algues ou la végétation sur l'estran grâce aux données infrarouges. Il est possible d'observer la dynamique des algues et de la végétation sur l'estran entre la limite de haute mer et de basse mer. Les données disponibles sont les suivantes: des mosaïques d'images à marée haute et à marée basse avec le moins de nuages possible. Alors, pourquoi le moins de nuages possible et non sans aucun nuage? Cela vient du fait qu'en croisant avec le modèle actuel, qui est perfectible, en croisant les données de contrainte de marée avec le passage du satellite Sentinelle-2 qui passe tous les 5 jours, on obtient à une fréquence saisonnière la quasi-totalité du littoral breton et non la totalité du littoral. Les images disponibles sont des images en couleur naturelle, qui ressemblent donc à ce que voit l'œil humain, des images infrarouges, puisque les satellites Sentinelle-2 collectent des données dans le domaine infrarouge, et on peut ainsi créer, sous forme d'une composition colorée artificielle, une image où la végétation ressort en rouge. Cela vient du fait que l'on affecte dans cette composition colorée la couleur rouge aux longueurs d'onde de l'infrarouge. Or, l'infrarouge est très fortement réfléchi par la végétation. Et enfin, autre donnée, l'indice de végétation, appelé NDVI, pour indice de végétation par différence normalisée, qui est calculé à partir des valeurs des pixels dans les longueurs d'onde du rouge et du branche infrarouge. La végétation a la particularité
d'absorber très fortement les longueurs d'onde du rouge et, comme nous l'avons vu, de réfléchir très fortement celles de l'infrarouge. Ainsi, cet indice permet de très bien discriminer surface minérale et surface végétale. Et les surfaces végétales ont un NDVI compris entre 0,7 et 1, tandis que les surfaces totalement minérales ont un NDVI proche de 0. Pour aller à l'application, je peux ici cliquer sur la croix en haut à droite de ma fenêtre ou cliquer directement sur « Aller à l'application ». J'arrive donc sur la carte de la Bretagne, sur laquelle je peux me déplacer comme sur n'importe quelle interface de visualisation. Je peux zoomer et dézoomer avec la molette ou avec les outils, ici Zoom plus ou Zoom moins à droite. Si je veux réafficher le bandeau d'information, je clique sur le point d'interrogation en haut à droite de l'image. Je vois aussi à gauche de l'image ce bandeau dans lequel je peux sélectionner les images à afficher. Des mosaïques d'images à marée haute, à marée basse, en couleur naturelle, en couleur infrarouge et l'indice de végétation. Je peux aussi afficher les limites terre-mer. Je vais commencer par afficher un exemple ici entre Roscoff et l'île de Bas. Je vais donc zoomer sur ma zone et comparer les mosaïques d'images aux 4 saisons. Elles sont pour l'instant affichées de la façon suivante. L'année suivie du mois autour duquel sont centrées les images de la mosaïque. Ici donc autour du mois de novembre pour la mosaïque en automne. Autour du mois de février pour la mosaïque en hiver. Autour du mois de mai pour la mosaïque au printemps. Et autour du mois d'août pour la mosaïque en été. Ces labels pourront être changés pour être plus intuitifs, mais cela implique quelques développements de l'interface de visualisation. Je vais afficher les mosaïques à marée haute et à marée basse. Et à la même saison, faire une comparaison entre les deux. Ici, par exemple, à l'automne 2019, en faisant varier l'opacité de ma couche marée basse, je peux voir la différence entre une mosaïque sur la même saison entre marée haute et marée basse. Même chose pour la mosaïque en hiver. La mosaïque au printemps. Je vois ici très bien l'estran. Et la mosaïque en été, qui est aussi une mosaïque de très bonne qualité, sans nuages. Je vois donc déjà des évolutions, par exemple à marée haute, sur la couleur de l'eau, qui change au fil des saisons, ainsi que la turbidité. Et si je veux observer plus précisément les variations de la couverture des algues ou de la végétation, je peux utiliser les données infrarouges. Ici par exemple en été, où toutes les surfaces végétales apparaîtront en rouge très vif, tandis que les surfaces minérales, comme ici par exemple le sable, restent dans des couleurs plutôt rosées. Encore plus intéressant, je peux afficher l'indice de végétation, qui discrimine très bien surface minérale et végétale. Toutes les surfaces en eau ou très minérales apparaissent dans des couleurs bleues, vert et jusqu'au début des couleurs jaunes, et ensuite au-delà de 0,7 dans les couleurs orangées jusqu'au rouge très foncé et au rouge brun, ce sont toutes les surfaces végétales. Donc par exemple des ceintures algales, ici, que je peux observer. Je peux aussi observer leur évolution en été, en automne, en hiver, au printemps. Ces données indices de végétation
et NDVI sont disponibles uniquement entre les deux limites terre-mer, ici avec les lignes de haute mer et de basse mer, pour ne pas brouiller la lecture en affichant tout cet indice sur la partie côtière qui donnerait une visualisation plus complexe puisqu'on aurait beaucoup de variations de l'indice de végétation sur cette partie. Pour supprimer les couches affichées, je peux au choix les décocher ici dans le menu à gauche ou cliquer ici sur la croix. Je vais maintenant aller voir un autre exemple, cette fois-ci dans le Morbihan. Et pour cela, je peux soit me déplacer sur la carte et aller à l'endroit qui m'intéresse, ou utiliser ici la barre de recherche. Et je vais par exemple aller chercher Plouarnel afin d'observer la dynamique des algues dans la baie de Plouarnel. Je suis donc ici au nord de la presqu'île de Quiberon. Je vais afficher de nouveau les mosaïques d'images à marée basse, en couleur naturelle. Et regardez la dynamique avec des données en automne. On voit ici dans la baie une couverture d'algues importante. Des données en hiver, où la couverture d'algues a régressé. Les données au printemps et les données en été. Afin d'essayer de mieux discriminer les algues et la végétation, je vais maintenant afficher l'indice de végétation, qui s'affiche donc entre les limites de haute mer et de basse mer, et afficher, pour comparer, l'indice de végétation avec l'image en couleur naturelle, ici en automne. Et donc, je vois très bien, ici dans la baie, les algues qui ressortent en rouge très foncé. Et je vois aussi des algues, ici sur le littoral, qui peuvent être des algues de riff ou des herbiers. C'est en observant les dynamiques saisonnières et en comparant avec des données terrain que je pourrais mieux qualifier ces espaces qui sont détectés. Je compare maintenant avec la mosaïque d'images en hiver. Et là, je vois de manière très nette que toutes les algues de la baie, à part ici quelques amas, ont totalement régressé. Il doit donc s'agir ici soit d'une autre espèce d'algue, soit peut-être d'herbier plus persistant en hiver dans cette zone. Je compare maintenant avec les images au mois de mai. La couverture qui avait régressé ici pousse de nouveau. Et je vois aussi ici sur les plages des amas d'algues qui sont vraisemblablement des dépôts d'algues vertes. Ils disparaissent ici en été, mais sont toujours présents ici. Voici pour quelques exemples. Nous allons pouvoir maintenant en explorer d'autres ensemble si vous souhaitez voir des territoires que vous connaissez bien. Litovis Beta est une application qui est développée par Hightech Imaging avec le support et l'accompagnement du groupement Bretagne Télédétection, Bretel, dans le cadre d'un projet Copernicus et également avec le soutien de GeoBretagne, notamment pour l'utilisation de l'application MViewer et le réseau des partenaires GeoBretagne. Merci de votre attention. Voilà pour la démonstration. Alors, peut-être que vous avez des questions déjà sur l'outil. Ensuite, on passera aux discussions sur les perspectives, mais peut-être que déjà sur l'outil en l'état, vous avez des questions. Je vous invite à ouvrir vos micros et on pourra bien sûr aller en live regarder l'outil en ligne afin de regarder d'autres territoires si vous voulez explorer au-delà de la démo vidéo que je viens de vous montrer. Marie, il y a un ensemble de questions qui arrivent sur le chat. Ok, alors j'ouvre ça tout de suite. Alors, quelles sont les sources des limites terre-mer? Je vais te laisser répondre, Marc.
Ouais, là, en mer, on a pris l'isobat 10 mètres ici, et sur la partie terrestre, on a pris le trait de côte histolite du CHUM. Après, on les a pris par convention, on pourrait les modifier pour des applications particulières si nécessaire. Pour l'instant, on s'est basé sur ces deux sources d'informations. Il y a une question aussi sur la possibilité d'exporter en shapefile. Alors, pour l'instant, avec Litovis Beta, ce sont des flux d'images en visualisation. Il n'y a pas dans les développements actuels qui sont donc à l'état de démonstrateur de possibilité de calculer des surfaces. En revanche, ça peut être une perspective pour Litovis Plus de pouvoir aller plus loin, soit en faisant directement des analyses via l'outil web, ou alors via un plugin QGIS, ou alors, pourquoi pas, envisager des exports en shapefile. Une question sur le stockage. Donc, où est stockée l'application? Les images sont-elles appelées par flux? Donc oui, ce sont bien des flux WMTS. Le stockage, c'est donc c'est bien sur les serveurs d'Hightech Imaging. Je te laisse confirmer, Marc. Oups. Oui, pour l'instant, c'est sur les serveurs d'Hightech. Ça pourrait être délocalisé sur un cloud particulier, mais pour l'instant, c'est sur nos serveurs. Ouais. Alors, comment va-t-elle être accessible? Donc là, dans un premier temps, nous, on va vous fournir l'URL. Moi, je peux celui qui... l'application est déjà disponible en ligne. Donc voilà, avec l'interface, on a utilisé MViewer, qui est l'interface de visualisation développée par la région Bretagne. Et puis, comme je vous disais, on en discutera dans les perspectives, des possibilités d'étendre les outils pour rendre l'application accessible au SIG métier, ou alors via les flux ou via des plugins. Tu peux peut-être mettre carrément le lien dans le chat, Marie, si tu as la main. Alors, j'étais pas... Voilà. Voilà, je vous mets le lien. Alors, est-ce qu'il y aura un déploiement sur d'autres régions géographiques? C'est quelque chose qui est envisagé dans le cadre d'appels à projets pour lesquels nous avons soumis. On n'a pas encore eu les résultats. Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, puisque jusque-là, avec les données utilisées, l'interface, c'est quelque chose qui est complètement duplicable à d'autres régions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de passer au questionnaire qu'on a préparé, qui va permettre aussi de prolonger les discussions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais l'afficher en même temps, je vais partager mon écran et puis je vous invite à y répondre. Et si les questions suscitent des réactions, c'est aussi un prétexte pour en discuter directement aujourd'hui. Profitons d'être ensemble. Voilà, je vous mets le lien et je vois... C'est super en tout cas, merci. Et donc, peut-on faire une pub plus large? Et donc, êtes-vous prêt à recevoir du trafic? C'est bon de notre côté, tous les flux sont en place, donc il n'y a pas de souci particulier. Ouais. On peut commencer à diffuser et recevoir du trafic sur la plateforme, pas de souci. Petit à petit, les outils vont arriver. La plateforme va être alimentée avec des nouvelles données, des nouveaux outils, mais c'est bon, ouais. Donc là, j'ai mis dans le chat, alors n'hésitez pas à continuer à poser des questions, et j'ai mis dans le chat le lien vers l'enquête. Nous, ça va nous permettre aussi d'avoir des retours un peu plus précis et quantifiés sur l'outil. Et puis d'identifier aussi si parmi vous, il y a des futurs partenaires pour des projets collaboratifs. Donc, je vous invite à répondre au questionnaire. Je vais le remplir en même temps. Et puis, on va pouvoir
regarder et discuter des questions. Donc, ce qu'on a souhaité vous demander dans ce questionnaire, c'est dans un premier temps, quel est l'intérêt de l'application telle qu'elle est aujourd'hui, avec aussi une demande d'avoir votre avis sur des données supplémentaires qui pourraient être ajoutées. Donc, sur tout le questionnaire, en fait, les différentes propositions seront annotées de 0 à 4, avec 0, pas d'intérêt et ne répond pas à votre besoin métier, jusqu'à 3, pardon, pas 4, jusqu'à un intérêt très fort qui répond totalement à votre besoin, et avec les 2 intermédiaires, intérêt faible, fournit des données intéressantes mais pas directement utiles pour mon besoin, et 2, fort intérêt, répond partiellement à mon besoin. Donc, les premières choses qu'on souhaitait évaluer, c'était la couverture régionale, la fréquence de mise à jour qui est saisonnière, avec une question sur l'intérêt pour vous d'avoir une fréquence de mise à jour plus fréquente, avec une mise à jour mensuelle. Et enfin, pour l'instant, les données sont disponibles à partir dans l'outil actuel pour lequel vous avez l'URL depuis 2019, l'automne 2019. Avec Sentinel, on peut remonter à 2017 avec la même qualité d'image. 2015 avec des données plus ponctuelles, puisqu'il n'y avait qu'un satellite sur 2 qui était lancé en 2015, donc un peu moins de données. Mais avec des données moins bien résolues spatialement, des données Landsat, on pourrait remonter le temps depuis les années 90. Ce seraient des données moins précises spatialement, mais qui pourraient quand même donner des résultats très intéressants sur l'historique sur une longue période. Donc voilà. Peut-être que vous voulez réagir sur l'intérêt de ces données-là, on peut en dire quelques mots. Ou sinon, donc, on peut passer à la suite. On avait besoin de savoir aussi quel était votre intérêt sur la résolution spatiale des images. Donc là, la démo qu'on a vue, et ce que vous pouvez voir actuellement sur Litovis, c'est du Sentinel-2, donc à 10 mètres de résolution. C'est une échelle qui est intéressante, et l'intérêt aussi, c'est que la couverture est homogène sur tout le territoire régional, mais aussi sur d'autres régions, si on pense à une extension. Mais on sait aussi que ça peut être insuffisant pour certains besoins. Et donc, avec d'autres constellations, type Pléiades ou Planète, qui sont, elles, payantes, contrairement à Sentinel-2, ou avec des acquisitions aéroportées ou drones, on pourrait envisager des acquisitions complémentaires sur certains sites d'intérêt pour avoir des données plus précises spatialement. Donc voilà. Sur les outils également, donc, ça a été l'objet d'une question. Donc, jusque-là, l'outil qui est proposé, c'est une interface web. Et puis, la prolongation possible, ce serait de proposer aux utilisateurs des flux WMS qui pourraient être référencés dans le géocatalogue de Géobretagne pour avoir, en fait, vous, dans vos SIG métiers, que ce soit ArcGIS, QGIS, les données directement dans vos outils. Voilà, donc moi je vais remplir de façon fictive pour pouvoir passer à la section suivante. Allez, je vais mettre des 3. Et ensuite, on a voulu ouvrir un peu la discussion. Donc là, on va se baser sur le questionnaire, mais on va aussi, je vous invite à réagir, à discuter avec vous, en fait, là, plus sur les thématiques et les cas d'usage, les applications qui peuvent être envisagées en prolongeant et en améliorant Litovis. Donc, c'est le projet dont je vous parlais en introduction. On a un premier financement pour continuer à faire quelques développements sur Litovis. Donc, Litovis Beta deviendra Litovis Plus. Et puis, on recherche aussi d'autres financements pour continuer ces travaux. Et donc, on a listé ici quelques intérêts potentiels pour différentes thématiques, pour différents besoins métiers, qu'on vous invite aussi à évaluer, et puis aussi sur lesquels vous pouvez réagir en nous donnant ici votre avis, des idées, etc. Donc le premier, c'est sur une extension de la couverture des mosaïques, à la fois spatiale, en étant plus seulement sur la zone émergée, mais aussi sur une partie de la zone immergée, sur les petits fonds. Donc à titre indicatif, on dit que c'est une zone de 5 à 10 mètres, ça dépend bien sûr de la turbidité, c'est selon ce qu'on va pouvoir voir, ce qui va pouvoir être détectable depuis le ciel ou l'espace à travers l'eau. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous d'avoir une extension
sur cette zone de petits fonds. Et puis aussi, ce dont je parlais tout à l'heure, compléter localement avec des données mieux résolues spatialement, à très haute résolution spatiale, soit par des acquisitions aéroportées, soit par drone. Donc là, c'est plutôt sur la partie données. Et ensuite, une autre question, vraiment là, sur les applications. Là, on est sur encore des données assez génériques, des rasters, des images. Mais ensuite, on pourrait envisager d'aller plus loin vers des choses plus thématiques qui correspondraient sans doute mieux à vos besoins. Avec là des propositions qu'on a faites pour une évolution vers un suivi de l'évolution des cartes d'habitat, par exemple les herbiers, les ceintures algales ou d'autres habitats d'intérêt. Vers un suivi aussi des usages, par exemple la récolte des algues de rive, la pêche à pied, la plaisance, les usages récréatifs, et évolution vers un suivi des algues d'échouage. Donc là, je vous invite à prendre la parole si vous voulez nous donner votre avis sur ces 3 possibles applications. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait dans vos métiers? Et si vous voulez aussi apporter quelques précisions, poser des questions. Non, pas de réaction particulière. Ok, je continue alors. Il y a un autre thème qu'on a identifié aussi suite à des discussions avec certains d'entre vous, c'est d'étendre aussi vers des applications sur la bathymétrie, avec la bathymétrie de petits fonds, et puis aussi avec une évolution dynamique qui permettrait, grâce à la profondeur temporelle et puis les images qui sont disponibles régulièrement, d'avoir un suivi morphodynamique jusqu'au petit fond. Donc voilà, de la même façon, n'hésitez pas, surtout pas à réagir, à donner vos impressions, des exemples. Ah, je vois une question dans le chat. Suivi des usages, est-il possible de suivre des navires au mouillage de moins de 12 mètres? Alors là, il faudrait utiliser justement des données complémentaires, puisqu'avec la résolution Sentinel-2 à 10 mètres, ce serait sans doute très juste, mais avec des images spot ou Pléiade à 1,50 m et environ 50 cm de résolution spatiale, on devrait pouvoir bien voir ces navires. Donc là, c'est là que ce serait intéressant de savoir si c'est un suivi qui a besoin d'être exhaustif sur une grande partie du littoral ou seulement sur certaines zones où là, c'est beaucoup plus facile de mobiliser des données très haute résolution. Il y a des mécanismes qui existent pour télécharger des images Pléiades gratuites ou à des coûts préférentiels. Alors, combien d'images par mois en moyenne en Bretagne compte tenu de la couverture nuageuse? Alors, comme ça, sans avoir fait d'études vraiment très poussées, pour avoir une image sans nuage, c'est à peu près 1 par mois, mais ensuite avec des nouvelles techniques de mosaïque. Là, dans le cas de Litovise, les mosaïques ont été faites sur des zones où la marée est en fait haute ou basse au même moment, mais il y a d'autres techniques qui permettent de faire des mosaïques pixel par pixel. Et donc là, on pourrait avoir une couverture mensuelle, une mosaïque mensuelle, voire peut-être plus. Alors, voilà. Justement, est-il prévu de réaliser ce travail à une résolution plus précise? De faire en fait les mosaïques d'images sur une résolution plus précise? C'est bien ça la question? Oui, la question, c'est que la résolution de 10 mètres sur 10 mètres, parfois ne met pas en valeur des habitats comme des herbiers de terre naine qui sont pas très. Qu'on ne peut pas avoir dans une baille de 10 mètres sur 10 mètres. Oui, ça justement, c'est une des perspectives possibles. C'était
justement l'objet de la question, compléter localement. Alors là, ce serait un service de carto à la demande avec des données très haute résolution. Donc oui, c'est quelque chose qui serait possible en ciblant des zones, en partant par exemple d'une cartographie de la connaissance de l'existant et pouvoir aller voir plus précisément dans certaines de ces zones. Et j'avais une autre question, si je peux en profiter. Oui, Le oui, bien fait sûr. de faire un NDVI à l'échelle de la région, ça veut dire que ça met en valeur le shore, les marais maritimes. Et évidemment, si on fait un NDVI où il n'y a pas les shores, enfin un NDVI plus régional, par exemple sur Plouarnel, si on fait un NDVI uniquement à Plouarnel, on n'aurait pas le même indicateur parce qu'il y aurait moins de shore, moins d'eau, plus de sable. Donc, ça biaise un petit peu. Et est-ce qu'il serait possible donc de faire des NDVI dans des zones précises pour faire justement ressortir s'il y a des herbiers ou non? Le NDVI, il ne changera pas selon la zone où on le calcule. C'est peut-être plus au niveau de l'affichage qu'il pourrait y avoir des différences si on utilise différentes rampes de couleurs dans la légende. Si je fais un NDVI dans une zone où il n'y a pas de shore, l'indicateur 1 sera dans d'autres types d'écosystèmes. Et si je fais un NDVI dans une zone où il y a du shore, l'indicateur 1 sera dans le shore, puisque ce sera dans la zone où il y a le plus gros rapport infrarouge-rouge. Mais ça veut dire que ce rapport-là dépend en fait de la zone qu'on étudie. Si le rapport infrarouge-rouge est dans une zone où il y a peu de végétation, il pourra mettre en valeur d'autres écosystèmes. Et si dans une zone où il y a beaucoup de végétation, il le montrera quand même. Le rapport change si on le fait dans un secteur ou dans un autre, ou si on le fait à l'échelle régionale ou non. Alors, je sais pas, je peux peut-être. J'ai pas complètement bien compris non plus Alors, qu'on soit dans le short ou pas dans le short, effectivement, il va pas représenter la même chose. Par contre, la valeur de l'indice sera la même, a priori. Disons que la valeur de l'indice ne va pas varier en fonction de la zone ou du type de végétation. J'ai pas bien saisi là. Oui, non, mais en fait, c'était justement pour ne pas mettre en valeur les shores. Visuellement, la couleur, en fait, Ah oui. Voilà. Oui, en fait, D'accord. les valeurs seront les mêmes, mais par contre, dans l'affichage, un peu de la même façon, si on affichait tout ce qui est sur le continent, ça brouillerait un peu la vision. Et là, c'est de la même façon. On C'est voit ça, moins ouais. en fait les différences subtiles si on est sur Ah, d'accord. OK. OK. Ben, ça, en tout cas, l'idée d'avoir des calculs de NDVI sur des zones définies, c'est quelque chose qui peut être aussi envisagé. On voit que c'est intéressant pour plein d'applications de permettre à l'utilisateur de dessiner son polygone ou de l'importer et de suivre une évolution d'NDVI uniquement sur la zone qui l'intéresse. C'est quelque chose, oui, qui pourrait être très intéressant. Merci. Juste, je voulais juste compléter sur la question précédente sur les résolutions. En fait, il n'y a pas de blocage technique à faire des résolutions supérieures. Il y a plus un blocage de modèle économique parce que en fait, Sentinel-2, donc c'est des données gratuites à 10 mètres. Donc, on peut créer la plateforme, les utiliser, tout ça. Par contre, si on passe à 1 mètre, à ma connaissance, il n'y a pas de données gratuites encore à 1 mètre. Donc, ça veut dire qu'on passe sur des modèles économiques différents, quoi. Voilà. Si par exemple, il faut utiliser des données comme les images planètes ou comme les images Pléiades ou des campagnes aériennes, dans ce cas, ça devient des services où il faut trouver le bon modèle économique parce que l'accès aux données n'est plus gratuit, quoi. Et justement, Ça porte un petit peu à la question. ouais. Bah, c'était aussi notre question, l'ordre de grandeur du coût pour monter en résolution. Donc, moi, je ne l'ai pas quantifié. C'est un travail qu'il faudrait qu'on fasse. Je ne sais pas si tu as un ordre d'idée, Marc, ou si c'est quelque chose qu'on devrait calculer pour avoir une idée plus précise sur toute la région ou sur certaines zones.
Alors, ouais, moi j'ai des idées sur les coûts au kilomètre carré, bien sûr, de ce type d'image, type Pléiade, planète et tout ça. Après, je pense qu'il faudrait définir le besoin, c'est-à-dire, par exemple, commander systématiquement l'ensemble des données haute résolution à l'échelle régionale, pourquoi pas, s'il y a un besoin, mais il faut trouver le financeur. Ou alors, c'est sur des baies particulières ou des zones côtières particulières qu'on veut suivre. Et dans ce cas, les coûts sont beaucoup plus faibles. Si on veut de la haute résolution locale, voilà. Mais bon, typiquement, on monte facilement à une vingtaine d'euros du kilomètre carré, quoi, on va dire. C'est des coûts classiques d'image haute résolution. Donc, si on a une baie, enfin, c'est pas, ça reste des coûts tout à fait accessibles. Mais souvent, il y a, enfin, en tout cas, si on n'est pas à l'échelle entièrement régionale. Par contre, généralement, la commande de ces données-là se fait avec un minimum de surface, enfin, une surface minimale nécessaire, quoi. Donc, on ne peut pas commander pour quelques euros de pixels haute résolution. Voilà, il faut une surface minimale. Donc, ouais, typiquement, c'est 100 km² sur Pléiade. Ouais, sur Planète, c'est un peu différent, mais effectivement, sur Pléiade, en général, c'est 100 km². Après, on a des accords aussi avec Airbus qui nous permettraient éventuellement de changer un petit peu ces minimums, mais tout dépend de ce qu'on voudrait, des échelles où on voudrait faire ces cartes haute résolution, quoi. Alors, il y a une question aussi sur la résolution pour le suivi morpho-bâti. Donc là, avec Sentinelle-2, on serait sur une résolution de 10 mètres. Et après, même chose pour des résolutions plus fines, il faudrait d'autres capteurs, donc avec des données payantes. Ouais, c'est un peu le type de réponse. Et puis, je vois la question sur la fauchée, 100 km². Non, effectivement, ce n'est pas 100 km² de fauchée, sauf que maintenant, que ce soit Pléiade ou Planète, on peut commander des données sur des polygones définis par l'utilisateur. Donc, même si on n'est pas sur une seule fauchée de capteur, ça peut rentrer dans la surface commandée, quoi. Donc, voilà, maintenant, les providers de données permettent ce genre de commande. Alors, ok, c'était toujours des questions sur la résolution. Je ne sais pas, je peux essayer de répondre. Est-ce qu'on peut calibrer avec des données topo bâti pour améliorer la résolution? Alors, est-ce qu'on peut calibrer? Oui. On va améliorer a priori la précision verticale. Après, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil pour faire de la super résolution ou d'améliorer la résolution native des images satellitaires à partir de données de calibration. Voilà, ce n'est pas des outils qui sont développés. Ça pourrait peut-être venir dans le futur, mais ce n'est pas fait. Par contre, améliorer la précision, oui, ça c'est envisageable. Si je peux préciser peut-être ma pensée, éventuellement. On a la chance en fait d'acquérir depuis quelques années maintenant 2 images Pléiade par an, par exemple. Après, je sais que voilà, le Sentinelle, on peut aussi aller le chercher. Et on a des levées topobâtiques qui sont faites sur nos côtes par endroits. Nous, c'est la Méditerranée, hein, donc on a des bâtis qui sont relativement faibles quand même. On n'a pas de marée, ce sont des paramètres à prendre en compte, mais voilà, la question elle est, est-ce que par exemple le fait d'avoir des levées topobâtiques qui sont réalisées sur certaines plages, ça pourrait venir améliorer comment dire, le résultat et puis peut-être avoir une espèce d'homogénéité, de continuité en fait sur la totalité de notre territoire. Ouais, je pense que la réponse elle est assez simple et claire, c'est oui, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez des données Pléiade commandées 2 fois par an, du coup vous avez accès à la source de données, donc c'est vraiment le point dur principal. Si vous avez les données et qu'en plus vous avez des données de calibration, produire de la bâtie à l'échelle régionale une fois qu'on a les données, c'est rien du tout, hein, c'est quelques minutes de calcul, donc il n'y a pas de souci particulier. Si l'accès aux données est déjà dispo, c'est tout à fait faisable. Et effectivement, avoir des données de calibration homogènes à l'échelle régionale, ça permet d'éviter les biais d'estimation de bâti, notamment en petit fond, qui peuvent arriver, qui ne sont pas toujours simples à gérer. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. La question du Z est importante parce que c'est vrai qu'on est, dans l'idée, c'est vraiment de suivre l'évolution morpho de nos fonds, quoi. Morpho-sédimentaire, c'est vrai que comme les Z varient quand même assez faiblement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part sur la topobâtie classique avec sondeur monofaisceau en mer et GPS, enfin des GPS pour la partie topo.
voilà, à voir si justement on peut arriver à avoir une résolution suffisante pour pouvoir suivre ça et voir ces évolutions annuelles ou interannuelles. En fait, les impacts des tempêtes, quoi, clairement, hein, tout simplement, pour nos petits fonds. Après, ce qu'il faut faire attention sur cette thématique-là, c'est est-ce que les données à résolution, même Pléiade à 1 mètre, sont suffisantes ou pas? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que la bâtie satellitaire, telle qu'elle est aujourd'hui développée, notamment dans le programme Bâtisat qu'on développe pour le CHUM, l'hydrographie satellitaire nationale, elle est quand même restreinte en précision en Z, hein. On n'est pas sur des précisions en Z aussi fines que des sondeurs multifaisceaux, par exemple. Et donc, pour faire de la morphodynamique fine, par exemple du suivi de dunes qui varierait de quelques centimètres, etc., c'est souvent un petit peu limité. C'est un peu les conclusions auxquelles aujourd'hui on est sur le suivi de notamment les problématiques de suivi d'érosion ou de suivi de morphodynamique côtière en satellitaire couleur de l'eau. Il faut quand même faire attention aux précisions requises pour les déplacements de sédiments recherchés, quoi. Donc voilà. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais effectivement, enfin, moi, c'est plus les zones qui sont sensibles. On a déjà des suites topobatiques qu'on maintiendra, je pense, hein, on a des partenaires, etc. C'est vraiment pour avoir une continuité. Et ça serait dommage d'avoir une marge, par exemple, entre de la donnée topobatie fine prélevée, enfin réalisée avec un sondeur monofaisceau, par exemple, ou multifaisceau sur certaines zones, et puis d'avoir un espèce de décroché, d'avoir une marge parce qu'on est passé sur du satellitaire à côté, parce qu'on voulait une continuité. C'est vrai que là, voilà, si on peut calibrer l'un dans l'autre facilement, et puis avoir une espèce de continuité. Après, effectivement, la précision de l'outil satellite, c'est pas forcément sur les zones sensibles où on ira la chercher, on continuera à faire notre prélèvement classique, mais c'est vraiment pour avoir une continuité sur tout notre littoral, pardon. Ok. Bah, dans ce cas, ça revient au problème du début, c'est-à-dire la correction du biais à partir d'image 7, sur les images 7 à partir d'images terrain, donc de données terrain, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, oui, ça, c'est ce qui est fait aussi classiquement dans le système Bâtisat piloté par le CHUM, là, et c'est ce qu'on pourrait. Il n'y a pas de souci technique à faire ça, au contraire, hein, c'est prévu déjà dans les chaînes. Ouais. Ok, donc il faudra qu'on se contacte alors. Okay. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions sur les différents thèmes là, que l'on a abordés? J'avais une question sur la végétation à nouveau. Je ne sais pas si je peux encore monopoliser la parole, mais c'était plutôt sur la végétation terrestre et au niveau des dunes, la végétation dunaire. Voilà, ce qu'il est possible de faire, quelle précision, etc. Enfin, sachant qu'une fois de plus, on est sur sur des systèmes qui sont particuliers, hein. On a des dunes qui sont assez peu développées en hauteur et la végétation dunaire, du coup, la canopée est relativement peu développée également. Par contre, on a des cortèges végétaux qui sont assez marqués. Donc, voilà, est-ce que l'outil pourrait répondre à cette question, sachant qu'une fois de plus, nous, on a 2 images Pléiades par an. Et puis, il y a du Sentinelle qui peut être mobilisé aussi pour ce problème-là. Alors, du coup, c'est un peu même type de réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec Sentinelle, on reste à 10 mètres. Donc, pour la complexité de la végétation dunaire dont vous parlez, c'est sans doute limité. Par contre, si vous avez accès aux données Pléiades, tout de suite, on passe sur des résolutions métriques, donc ça devient plus intéressant. Après, sur la discrimination des différents types de végétation dunaire que vous recherchez, là, je ne sais pas répondre. Il faudrait qu'on regarde plus en détail si c'est des discriminations très fines ou bien si c'est des discriminations de grands groupes qui peuvent être suffisamment différents pour être discriminés. Sinon, si ce n'est pas le cas, il faut passer encore à l'étape suivante, c'est-à-dire plutôt l'hyperspectral, où là, on a une capacité beaucoup plus fine à identifier certains types d'espèces, à discriminer, etc. Ouais, c'est pas forcément l'idée, mais bon, après c'est pareil, on aura l'occasion, on pourra peut-être en reparler en bilatéral, mais on a des transects qui sont réalisés déjà depuis quelques années, depuis 5-6 ans. Enfin, c'est à peu près cohérent avec les images satellites Pléiades en plus. Donc on a une dizaine de transects qui sont réalisés sur nos dunes. Donc en plus on a une visualisation un peu de ce qu'on peut trouver. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est une discrimination en termes de type de dune, d'une grise, d'une blanche, etc. Et d'avoir surtout une expansion, c'est à voir si on est plutôt sur une dune qui est plutôt en bonne santé, donc c'est-à-dire qu'elle va plutôt se densifier ou plutôt être en régression, et de pouvoir matérialiser par exemple le passage des personnes. On essaie de canaliser aussi les personnes à travers des ganivelles, mais tant qu'il n'y a pas les ganivelles, est-ce qu'on voit l'impact du piétinement en fait sur ces dunes avec une densité plus faible par exemple. Voilà, le genre de question qu'on se pose. Ok.
Ça, je pense que pour y répondre de manière vraiment précise, il faudra regarder sur les images ensemble, éventuellement sur les images Pléiades, ce qu'on est capable de discriminer en termes de type de dune et puis en termes de détection de fréquentation, pour vérifier si la résolution spatiale est suffisante ou pas, quoi. Il faudra qu'on prenne un peu de temps, peut-être l'échange, si jamais c'est possible. C'est vrai ça fait 3 ans en fait, qu'on travaille un peu sur l'image satellite. On a eu un premier travail avec des scientifiques là, des scientifiques universitaires pour nous aider à bien calibrer notre besoin. Puis là, j'étais en train de réfléchir à un CCTP pour la suite. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt à ce qu'on échange et continue à échanger. Ok, ouais, pas de souci. Moi, c'est des thématiques sur lesquelles on réfléchit aussi, donc pas de souci pour échanger là-dessus. Ouais. D'accord, merci. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on est très bien dans les temps. Et après ces discussions plus sur les applications, les thématiques, on voulait partager avec vous et avoir un peu votre avis sur les collaborations futures qu'on peut envisager. Donc, on voulait savoir un petit peu comment vous vouliez, dans quelle mesure vous vouliez vous impliquer. Donc, il y a plusieurs façons pour commencer à travailler ensemble, des projets plus exploratoires, genre de stage par exemple, d'encadrement de projets étudiants qui peuvent être des bons projets initiaux pour apprendre à se connaître, commencer à travailler ensemble et puis à mieux vous familiariser aussi avec ces données, à mieux qualifier votre besoin. Donc, dans le cadre, par exemple, des projets étudiants, il y a notamment des projets étudiants qui commencent tous les ans au mois de septembre. Donc, évidemment, ce serait pour l'an prochain. Et puis, il y a des stages qui se font l'été ou dès le mois de janvier. Donc, ça peut être une première approche intéressante. Ou alors des projets avec plus d'implication pour répondre ensemble. Nous, on répond déjà Gisbrotel, High-Tech Imaging, avec certains d'entre vous d'ailleurs, à des appels à projets pour étendre les fonctions de l'ITOVIS tout en répondant à votre besoin et puis en collectant aussi des données terrain. Est-ce que vous êtes prêt à cofinancer aussi des projets collaboratifs, puisque souvent les projets auxquels on répond sont des projets qui ne donnent pas des financements complets, mais des cofinancements. Vous devez aussi connaître ça. Et puis, est-ce que aussi dans le cadre de vos propres appels à projets, vos propres marchés, il y a une volonté d'intégrer ces données satellitaires et puis de pouvoir tester en fait ces nouvelles données. Donc voilà, je vous invite à répondre et puis et à réagir si vous le souhaitez. Pour vous donner un exemple précis, nous, dans le cadre de l'ITOVIS+, c'est un financement qui permettra des développements, mais qui resteront limités, puisque ce n'est pas un si grand financement, mais on veut quand même profiter de ça pour faire une liste des besoins vraiment bien définie, bien identifier les utilisateurs, et puis pouvoir être prêt pour répondre à des appels à projets ensemble. Et si vous souhaitez continuer à participer aux discussions, donc en choisissant ici... en cliquant oui pour participer à la suite des discussions, on vous proposera un atelier en décembre pour cette fois en présentiel aller plus loin, vraiment creuser le sujet suite à cette démonstration et puis pouvoir vraiment discuter lors d'un atelier ensemble sur des fonctions qui peuvent vraiment répondre à vos besoins, quels outils, quelles résolutions, quelles fréquences, etc. Donc voilà, je vous invite à répondre. Et puis, dernière section du questionnaire, on en a un petit peu parlé dans les discussions, c'est la question du modèle économique, puisque comme le disait Marc, alors autant il y a une partie des images Sentinel-2 qui sont gratuites, il faut quand même pouvoir évidemment financer tous les développements, le stockage, la mise à disposition de flux, mais également il faut des financements plus importants dès que c'est des données à très haute résolution commerciale. Et on réfléchit aussi à des modèles économiques. C'est une question aussi de pérennité des outils, pas s'arrêter à un démonstrateur pour lequel on a un financement à un instant T, mais pouvoir continuer. Et on explore différentes possibilités, donc soit un financement mutualisé pour une couverture régionale ou des abonnements individuels pour avoir accès à des flux, ou alors pour des choses encore plus personnalisées, des systèmes de jetons pour obtenir des images sur des zones d'intérêt, des images ou des indices ou des données plus qualifiées.
et jusqu'à des abonnements à des systèmes d'alerte, si par exemple, dans le cadre d'une détection de changement sur une zone connue, on peut détecter un changement qui peut être, je prends un exemple, une suspicion de la progression d'une espèce invasive ou une surfréquentation à un mouillage ou des choses comme ça. Des choses vraiment plus personnalisées au plus près du besoin. Donc voilà un petit peu les modèles économiques qu'on explore et on aimerait avoir votre avis aussi sur la viabilité de ces modèles. Il y avait une question aussi là de Fabrice sur comment parler de Litovise. Donc le replay, oui, effectivement, on va le diffuser. Quelques articles, on est tout à fait prêt à le faire. On serait aussi intéressé dans ces articles, plutôt que ce soit toujours, on va dire, notre vision, notre point de vue, que ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés puissent donner leur avis sur l'outil actuel, les perspectives possibles. Je pense que ça donnerait vraiment un plus fort intérêt à des articles. Donc, si vous êtes prêts à vous participer à des petits articles qui décrivent, qui qualifient un petit peu cet outil, je pense que ce serait vraiment intéressant. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les perspectives, les projets collaboratifs auxquels on peut répondre ensemble, des idées sur les financements, les modèles économiques ? Entre-temps, je regarde, donc on a une petite dizaine de réponses. N'hésitez pas, hein, si tout le monde n'a pas répondu ou terminé de répondre au questionnaire, même à le faire plus tard, mais on pense que si c'est fait maintenant, il y a plus de chances que personne n'oublie de le remplir. Donc n'hésitez pas à remplir, ça nous fera des données intéressantes pour savoir vers quoi orienter Litovis Plus. Alors, Fabrice propose appel à projet innovation. Ouais, c'est des projets vers lesquels nous, on peut aller. Je ne me rappelle plus en détail des modes de financement de cet appel à projet, de ce type d'appel à projet. Si tu as des précisions, Fabrice. 75%, ok. Bah oui, nous, c'est des projets intéressants et justement, on multiplie un peu les demandes, les guichets pour avoir ces cofinancements. Ok, alors n'hésitez pas s'il y a d'autres réactions, hein, aussi à ouvrir vos micros ou à écrire vos questions dans le chat. Pour la suite, nous, on reviendra vers vous avec le replay. Pour les personnes intéressées, l'organisation de l'atelier en décembre. On vous demandera aussi la suite à ce webinaire si vous êtes intéressé pour participer, donner votre avis pour un article, comme l'avait suggéré Fabrice. Et puis, on communiquera sur l'interface sur GeoBretagne ou via d'autres canaux. Et vous pouvez bien sûr vous diffuser en interne, comme certains l'avaient fait sur l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Et c'est très intéressant pour nous parce que ça permet de faire connaître à des personnes qui ne sont pas forcément dans nos contacts directs, mais qui peuvent être intéressées par Litovis. Ok, bon, je pense que on va pouvoir s'arrêter là. On arrive à l'heure de midi. Merci à vous pour votre participation, pour vos réponses au questionnaire. Et puis, on revient vers vous et on espère aussi dans le cadre de futures collaborations. N'hésitez pas à nous contacter aussi par mail directement, Marc ou moi-même. Bonne journée, au revoir.